Le Grand Chelem est écossais cette année. Les tricolores ont dû s'incliner cet après-midi à Murrayfield au terme d'un match extrêmement viril. Le score est sans appel, 21-12. Après la production laitière et les montants compensatoires, les ministres de l'Agriculture européens se sont mis d'accord sur les prix agricoles pour l'année 84-85. Ils devraient augmenter de 5% en France. Un commerce extérieur mi-figue mi-raisin pour le mois de février. Les résultats montrent un léger mieux, mais le déficit est toujours là. 2 blessés dont un gravement touché, c'est le bilan de l'attentat de cet après-midi à Marseille devant le siège de la jeunesse arménienne de France. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est dommage, mais c'est ainsi. Le 15 tricolore a perdu cet après-midi face à l'Écosse sur la pelouse de Murrayfield. Un match très dur, terriblement fermé et, disons-le, superbement gagné par l'équipe d'Écosse qui était aujourd'hui la meilleure. Les Écossais qui remportent donc le Grand Chelem après une attente de 58 ans. Avec un épisode dramatique dans ce match, la sortie de Jérôme Gallion sur un brancard. Je vous propose de revoir tout de suite avec Jean Mamère les grands moments de la rencontre de cet après-midi. Même si la France est menée au score sur la pelouse de Murrayfield, c'est elle qui fait le jeu depuis un quart d'heure. Les avants français enfoncent les Écossais. Le festival semble commencer, les 3/4 sont en action. Gallion, l'Escarborough, c'est là, et enfin Bégu qui ce soir doit se demander comment il a pu manquer ce ballon d'essai tout fait. Les Français sont en confiance, la preuve, mêlé à 3 mètres de la ligne écossaise, Orso donne à Gallion, dont le coup de rein l'envoie à l'essai. On n'arrête pas Jérôme Gallion si près du but. Au ralenti, c'est encore plus beau, et la France commence à rêver de Grand Chelem. Mais le rêve est de courte durée. La partie sombre dans la monotonie. La France mène certes 9-3, mais il suffit de rien pour que tout change. Ce rien, c'est Joannel, pénalisé pour avoir gardé la balle au sol. Dodds transforme, l'Écosse revient à 9-6, rien n'est joué. 2 minutes plus tard, Robertson pousse la charge pour l'Écosse. De mauvais gestes fusent dans la mêlée ouverte, mais M. Jones n'en retient qu'un. Celui de Dintran, venu au secours de son capitaine Jean-Pierre Rive. M. Jones n'apprécie pas la contestation et fait reculer les Français de 10 mètres. Dintran ne sait pas encore que tout est en train de basculer. Dodds, lui, ne manque pas l'égalisation, rendue ainsi plus facile, et tout est à refaire. Les Français courageux ne grappillent plus que de rares ballons en touche, mais sur l'un d'eux, bien protégé par Dubroca, Berbizier ouvre pour l'Escarborough, dont le drop de 40 mètres passe au milieu des poteaux. La joie de l'Escarborough n'est pourtant pas à la mesure de ce maigre avantage. Aujourd'hui, à Murrayfield, le rugby est écossais. Poussé par 60 000 supporters, si ce n'est l'Écosse tout entière, les joueurs britanniques se ruent sur les Français. Ils sèment la panique par de longs coups de pied dans leur défense et Codorniou, dans un sauvetage désespéré, dégage en touche. Sur la remise en jeu, Calder, à lui tout seul, anéantit tous les espoirs français de Grand Chelem. L'essai tant redouté ne fait que confirmer la suprématie du pack écossais. L'Écosse n'a vraiment pas volé cet après-midi son Grand Chelem, qu'elle attend depuis 59 ans. Un match assombri, je vous le disais, par l'accident de Jérôme Gallion. Le demi de mêlée français auquel on doit le seul essai des tricolores est sorti sur un brancard au début de la seconde mi-temps. Il était inconscient, un spectacle impressionnant qui a sans doute contribué à démoraliser ses camarades. Roger Zabel. Le choc. 58e minute, Gallion et Calder se sont percutés. Sous cet amas de joueurs, un seul ne peut se relever et pour cause, Jérôme Gallion vient de perdre connaissance. Jean-Pierre Rive intervient juste à temps alors que le demi-de-mêlée de français est en train de s'étouffer en avalant sa langue, un incident assez fréquent dans ce type de choc sur un terrain de rugby. Calder et Gallion se sont percutés avec une extrême violence et ceci de façon tout à fait involontaire. Ce ralenti le prouve, le troisième ligne L écossais ne peut être soupçonné en aucune façon.
Jérôme Gallion restera KO jusqu'au vestiaire. Il reprendra connaissance peu de temps après. Transporté à l'hôpital royal d'Édimbourg, les radios de contrôle n'ont révélé aucune fracture. Jérôme Gallion souffre d'un traumatisme facial. Par mesure de sécurité, il restera à l'hôpital en observation cette nuit, mais rentrera avec ses camarades de l'équipe de France demain matin à Paris. Aujourd'hui, Jérôme Gallion nous a fait plaisir pendant 1 heure, mais il nous a fait également très peur. Reste que le match de cet après-midi laissait un peu sur sa faim, il faut bien le dire. Il n'y a pas eu de très belles phases de jeu, comme par exemple dans France-Angleterre, où les deux équipes s'étaient livrées à un véritable festival. Rien de tel aujourd'hui, où les joueurs paraissaient un peu à l'étroit sur le terrain. L'une des raisons de ce jeu tient à la façon d'arbitrer, et c'est vrai que le 31e joueur était bien tatillon, c'est du moins ce que pense l'entraîneur de l'équipe de France, Jacques Four. Qu'est-ce qu'il y a de plus important ce soir que l'état de santé de Jérôme? Je crois que le 15 de France a prouvé pendant les 35 premières minutes qu'il n'avait pas placé la barre trop haut au cours de ce tournoi, que la vérité de son jeu, de son rugby se trouve dans ce jeu-là justement. Et puis nous ne trouverons pas toujours sur notre route 15 Écossais qui voulaient aussi fort la victoire, qui avaient délibérément décidé de jouer pour ne pas perdre, plutôt que de jouer pour gagner. Mais je dois dire effectivement que nous avions tout prévu dans ce match. À savoir que les Écossais ne pouvaient battre le 15 de France qu'en tapant des chandelles en l'air ou en mettant des pénalités. Mais nous avions pensé aussi que l'arbitre, qui éventuellement devait nous arbitrer en Nouvelle-Zélande, s'il réalisait un bon arbitrage aujourd'hui, eh bien ne prendrait pas une part aussi importante au résultat. Je ne dis pas qu'il a aidé les Écossais. Je dis simplement qu'il est dommage que lorsqu'il y a 30 garçons qui ont décidé de s'amuser, que le 31e les en empêche. Vous êtes passé à côté du Grand Chelem et Murrayfield, c'était un test. Murrayfield était un test, mais vous savez, je ne crois pas qu'il y avait un seul Écossais à la mi-temps qui pensait qu'il pouvait gagner le match. Donc ça peut vouloir dire que nous avions presque le Grand Chelem dans les jambes, nous l'avions pour 3 matchs et une mi-temps. Je souhaite simplement que l'année prochaine, nous puissions tenir 4 matchs d'affilée. Voilà donc ce que l'on pouvait dire ce soir sur ce match France-Écosse remporté cet après-midi par les rugbymen écossais et sur l'état de santé de Jérôme Gallion. Il faut ajouter que cet après-midi, le Pays de Galles a battu l'Angleterre, toujours dans le tournoi des 5 nations, c'est toujours du rugby, par 24-15. Le reste de l'actualité maintenant avec pour commencer l'accord réalisé à Bruxelles entre les ministres de l'agriculture de l'Europe. Un accord qui porte sur les prix agricoles pour la campagne 84-85. Ces prix devraient augmenter en moyenne de 5% pour les agriculteurs français, un chiffre porté à 5,86% pour ce qui concerne le lait. Les explications de Christian Marimonneau. Premier résultat, en effet, une hausse moyenne des prix pour les agriculteurs français de 5%. Cette hausse est due essentiellement à la réduction de ce que l'on appelle les montants compensatoires. L'augmentation sera plus forte pour le blé, le tabac, les fruits. En revanche, certains produits seront pénalisés, le colza, le vin et les céréales. La France ne s'en tire pas trop mal. Pour les agriculteurs allemands, hollandais et anglais, c'est pour eux une baisse de 1%. Un accord qui a donc été obtenu après 25 heures de négociations. C'est à ce prix que l'Europe agricole a été préservée. D'un point de vue européen, oui, nous pouvons dire que nous avons bien travaillé. Mais j'ai la certitude de devoir compléter cette phrase d'une deuxième immédiate, qui est que de chaque point de vue national, nous avons sûrement mal travaillé. C'est pour moi, président de ce conseil en exercice, mais surtout ministre français de l'Agriculture, un peu une hantise que nous ayons été obligés de conduire ces travaux, d'aboutir à ces décisions extrêmement lourdes, dans une relative méconnaissance, dans une relative absence de description de la catastrophe éventuelle qui nous menaçait. Et je dirais sans phare, mais nettement, que quel que soit le prix que vont payer nos producteurs, ici ou là, par des mesures difficiles, mais tout de même à la marge, tout de même relativement modeste, ne touchant jamais à l'essentiel, malgré cela, nous avons un peu le sentiment, en sortant de ce conseil, d'avoir bel et bien, en grande partie, sauvé, j'ai bien dit sauvé, l'agriculture européenne qui était menacée de mort par la crise. Les agriculteurs vont faire leur compte. Ils craignent que l'Europe se fasse au détriment de leurs revenus.
Et déjà plusieurs réactions à cet accord, à commencer par celle du président de la FNSEA. Pour François Guillaume, ces prix sont tout à fait insuffisants et ils entraîneront une baisse du revenu des agriculteurs français. Monsieur Guillaume espère que les chefs d'État qui se réunissent en sommet lundi et mardi le modifieront. Une autre réaction, elle émane de Jacques Chirac, qui s'en est pris très sévèrement aujourd'hui à l'attitude du gouvernement lors des négociations sur l'agriculture et qui condamne l'accord de ce matin. Nous écoutons Monsieur Chirac. Jamais, à ma connaissance, depuis que le ministère de l'Agriculture a été créé, depuis Méline, les agriculteurs français n'ont été traités avec autant de légèreté. Alors je ne mets pas en cause naturellement le ministre de l'Agriculture, dont la tâche n'est pas facile. Je mets en cause le gouvernement et le chef de l'État, qui à l'évidence ne comprennent pas les problèmes de l'agriculture et ne s'y intéressent pas. Il est tout de même très étonnant de voir que dans l'ensemble des 12 ou 13 programmes d'action prioritaires prévus par le prochain plan, pas un seul ne mentionne ni l'agriculture ni le monde rural. Et je crois en effet que le dernier accord qui vient d'être conclu est un accord qui est mauvais pour l'agriculture française et mauvais pour la France. À noter par ailleurs, toujours du côté de l'opposition, que messieurs Jean-François Poncet et Pierre Miengry reprochent au gouvernement, dans un long article au journal Le Monde, d'avoir manqué au plus haut point de méthode et de jugement dans la conduite de sa politique européenne. Tout est donc maintenant lié au sommet des chefs d'État au début de la semaine prochaine, notamment pour ces accords agricoles passés ces derniers jours et qui touchent la production laitière et les montants compensatoires. Des accords durement acquis et au prix de sacrifices pour chacun des partenaires. Alors il y a la France, bien sûr, mais il y a aussi l'Allemagne qui a consenti dans cette affaire les plus gros sacrifices. De Bonn, Michel Meyer. On achète des animaux, on investit, on travaille plus, et voilà qu'on nous fait des coups en vain. La limitation prévue des productions laitières est assez mal accueillie en Allemagne, car elle équivaudra à une baisse de revenus de quelques 7%. Les producteurs de lait allemands sont donc en colère contre l'un des leurs, Ignaz Kischl, éleveur devenu ministre de l'Agriculture de Bonn. Pas de doute, son jeu n'est pas facile, même si professionnellement et politiquement, le poids et l'influence des producteurs de lait allemands est plutôt faible. Le démantèlement de la prime à l'exportation des produits allemands, que sont les fameux montants compensatoires, entraînera aussi d'autres sacrifices. Gerhard Stoltenberg, le très économe et rigoureux ministre des Finances de Bonn, devra donc essayer de compenser en 1985 ce manque à gagner paysan avec des subventions directes nationales. 6 milliards de francs qu'il devra sortir de ses propres caisses. On peut alors s'interroger si, à contrario peut-être de son propre chancelier Helmut Kohl, plus lyrique dès qu'il s'agit d'Europe, le ministre des Finances de Bonn ne sera pas tenté de retrouver autrement cet argent. En effet, et même si l'on peut parler d'un front franco-allemand face aux exigences d'une certaine dame de fer britannique, on peut penser que les Allemands essaieront de récupérer leur sacrifice financier actuel par d'autres voies, en versant peut-être moins dans la caisse communautaire, et en cela, ils profiteront vraisemblablement, tactiquement, du sillage britannique, tant il est vrai que les Anglais disent souvent trop haut ce que beaucoup d'Allemands pensent tout bas en matière de finances européennes. Et les chefs d'État européens évoqueront certainement les problèmes de la pêche à partir de lundi, des problèmes tristement illustrés par l'incident du golfe de Gascogne entre la marine française et les chalutiers espagnols. Il faut signaler d'ailleurs qu'une réunion s'est tenue ce matin entre les responsables français et espagnols sur ce sujet. Ils ont tenté de rechercher les moyens de faire respecter la réglementation communautaire dans les eaux françaises. Une réunion qui confirme donc le souci d'apaisement aussi bien de Paris que de Madrid. Après les prix et le chômage, ce sont les chiffres du commerce extérieur qui étaient publiés aujourd'hui. Notre commerce extérieur accusait un nouveau déficit au mois de février, mais un déficit moins élevé que le mois précédent. Il est de 4,6 milliards de francs en chiffre corrigé pour le mois de février. Un chiffre qui mérite quelques explications, Philippe Sassier. Oui, vous savez, Bernard, qu'un des objectifs du gouvernement est de rétablir le plus rapidement possible l'équilibre de notre commerce extérieur. Le déficit signifie en effet que la France dépense plus qu'elle ne gagne avec ses partenaires étrangers et que pour les payer, elle doit soit puiser dans la richesse nationale, soit s'endetter. On comprend donc que Jacques Delors ait fait de la recherche de cet équilibre un des axes majeurs de sa politique. L'équilibre
est nécessaire pour la bonne santé du franc et pour rembourser plus facilement nos dettes. Après un redressement assez spectaculaire l'an passé du commerce extérieur, le déficit avait été réduit de moitié par rapport à 1982. Que signifie donc ce résultat de février? Celui de janvier avait été médiocre, celui de février l'est quand même un peu moins, sans qu'on puisse dire s'il s'agit d'une rechute ou d'une pause dans le rétablissement. Le résultat de février 84 est quand même sensiblement meilleur que celui de l'an passé, et surtout on note que nos échanges de produits industriels sont largement bénéficiaires. Ils ont dégagé un excédent record de 9 milliards de francs. En revanche, ce qui est plus inquiétant, c'est la contraction de nos ventes de produits agroalimentaires qui furent les grandes vedettes du commerce extérieur l'an passé. Et en tout cas, c'est à un très lourd déficit énergétique, plus de 17 milliards de francs qu'il faut imputer en grande partie ces résultats très moyens. Bref, entre les prix, le chômage et le commerce extérieur, la France n'enregistre pas d'amélioration de la conjoncture économique en février. La suite du feuilleton pour les listes européennes du centre-gauche, après l'épisode Jean-Denis Bredin, après le rebondissement Jean-François Kahn et la version Georges Berthoin, les radicaux de gauche ont accepté ce matin la candidature d'Olivier Stirn, à condition toutefois que le MRG est un homme à lui aux côtés de M. Stirn en tête de liste. Jean-Louis Le Senne. Nous ne participerons pas à la liste socialiste. Malgré les difficultés pour constituer la liste Rassemblement centre-gauche, nous continuons à tout mettre en œuvre pour qu'elle voie le jour, et nous avons pris aujourd'hui cette décision. Nous répondons à Olivier Stirn, nous ne pouvons pas nous mettre derrière vous en tête de liste, mais nous vous proposons d'accepter une tête de liste bicéphale qui serait menée conjointement et à égalité, ce qui est tout à fait acceptable dans le cas d'une liste Rassemblement, par lui-même et le candidat que nous avons désigné, en l'occurrence François Doublet. Jouons jusqu'au bout la carte du Rassemblement et mettons les deux candidats côte à côte et les courants côte à côte. Et si un troisième courant important acceptait de venir s'ajouter, eh bien nous reverrons la situation pour également intégrer ce troisième courant, car il va de soi que l'appel que nous avions lancé et qui avait été lancé avant nous par l'effort reste plus que jamais d'actualité, et que dans les jours qui viennent nous allons entamer des démarches pour qu'un certain nombre de personnalités et un certain nombre de courants politiques viennent nous rejoindre et fassent avec nous cette liste de Rassemblement. Ce n'est pas une liste figée, ce n'est pas une liste fermée, c'est une liste au contraire qui est grande ouverte. Encore des réactions au texte présenté hier par le ministre de l'Éducation qui précisait le nouveau terme des rapports entre l'État et l'enseignement privé. La première émane de M. André Laignel pour le député socialiste de l'Indre. Les propositions de M. Savary ne sont pas satisfaisantes malgré quelques progrès dans la mesure où elles suppriment les privilèges de l'école privée, ou plutôt des privilèges de l'école privée. Autre réaction, celle de Monseigneur Jean Honoré, le président de la commission épiscopale du monde scolaire, considère de son côté que les propositions Savary comportent des progrès, tout en relevant que le problème du statut des maîtres demeure en l'état. Attentat à Marseille tout à l'heure devant le siège de la jeunesse arménienne de France. Ce sont des passants qui ont été blessés. L'un d'eux a été légèrement atteint et l'autre plus gravement. Jean-Pierre Quinson. C'est ici, non loin de la Canebière, qu'une charge a explosé à 16h20 dans une poubelle. 2 passants ont été blessés, dont un grièvement. On a entendu un grand bruit, et par au choc, il y a un monsieur qui a été blessé. J'ai vu la BMW que bon ben. L'attentat n'a pas été revendiqué, mais il a eu lieu devant l'entrée du local de la jeunesse arménienne de France, ce qui semble indiquer une motivation politique. Les dégâts matériels sont importants. Vitrines brisées, plusieurs véhicules endommagés. Une demi-heure à peine avant l'explosion, une quarantaine d'enfants avaient quitté le foyer arménien. Le maire de Marseille, M. Gaston Defferre, ministre de l'Intérieur, s'est rendu sur les lieux. Pour lui, l'intention criminelle ne fait pas de doute, mais il s'est gardé d'affirmer que c'était le centre arménien qui était visé. Les travaux du Congrès de réconciliation libanais ont repris tout à l'heure à Lausanne après plusieurs heures de discussion en coulisses. Les négociateurs devront s'accorder sur un projet de synthèse rédigé par le président Gemayel. Mais apparemment, bien des problèmes subsistent et un document de base semble difficile à mettre au point. Par ailleurs, de violents bombardements ont repris cet après-midi à Beyrouth. Ils auraient déjà fait 5 tués et 9 blessés. Le point à Lausanne et au Liban avec Gérard Sebag et Philippe Gassot. La conférence de réconciliation nationale de Lausanne a été suspendue toute la journée. La salle de réunion n'a été ouverte qu'à 17h. Ceci ne veut pas dire que les émissaires des différentes tendances se croisent les bras, c'est tout le contraire. Les suspensions permettent des rencontres informelles entre les clans et ce sont ces discrets rendez-vous qui, seuls, pourront faire avancer les choses et rapprocher les ennemis.
Deux tendances se sont affirmées ici, les optimistes, Gemayel et le vice-président syrien Khadam, qui pensent qu'il n'y a qu'une possibilité, réussir, l'échec étant, selon eux, catégoriquement interdit. Les responsables chrétiens prenant timidement cette option. L'autre tendance regroupe ceux qui n'y croient plus depuis le début, les Druzes et les chiites, représentés par Jumblat et Berry. Le premier espère tout juste le cessez-le-feu, l'autre même pas. Sur le terrain, les quartiers résidentiels des deux secteurs de Beyrouth sont violemment pilonnés depuis le début de l'après-midi. 5 personnes auraient été tuées à l'est et 6 à l'ouest. 15 personnes auraient été blessées. Le camp palestinien de Sabra et de Shatila n'a pas été épargné. Il ne faut donc pas demander aux Libanais de miser sur les négociations de Lausanne. Vu d'ici, ce n'est qu'une conférence de plus. Et la neutralité de la Suisse n'est qu'un rêve lointain. Les déclarations politiques ne couvrent pas le bruit du canon. Il n'y aura pas d'arrêt des combats, les miliciens assurent leur position et les mortiers qui tirent au hasard maintiennent la terreur et les civils dans les abris. Que faire? Attendre un nouveau cessez-le-feu, ce sera le 318e. Les très violents événements survenus à Beyrouth ces 2 derniers mois ont un peu éclipsé la situation au Sud-Liban. Le Sud-Liban, où se sont regroupées les troupes israéliennes après leur désengagement de la montagne libanaise. Elles sont toujours au sud de la rivière Awali, qui fait office de frontière symbolique. Notre correspondant à Jérusalem, Charles Anderlin, est allé voir comment vivaient les soldats israéliens, quelles étaient leurs craintes, et surtout comment ils voyaient leur présence au Sud-Liban. Ce sera l'un des reportages que vous pourrez suivre demain dans Dimanche Magazine à 18 h sur Antenne 2. L'Irak accuse ce soir l'Iran de préparer une nouvelle offensive à la frontière entre les deux pays, une offensive qui se déroulerait toujours dans la région de Bassora. Alors Bassora, c'est d'abord un port qui se trouve à une 30aine de kilomètres du front. Il est peuplé en majorité de chiites irakiens, et vous savez que les Iraniens sont eux aussi chiites. L'imam Khomeini avait donc prétendu que cette ville de Bassora se soulèverait dès le début des combats. Pourtant, il n'en a rien été et les Irakiens tiennent toujours solidement la ville. C'est d'ailleurs là que sont acheminés leurs blessés. Le reportage de Philippe Rochaud et Alain Saint. À 30 km de la ligne de front, la vie à Bassora s'est organisée derrière les sacs de sable qui forment dans la rue de véritables murs de protection. Régulièrement, des obus tombent sur cette cité de plus d'1 million d'habitants. Pourtant, peu d'Irakiens ont évacué la ville, mais chaque jour, les barricades sont un peu plus élevées et l'armée, continuellement, remplit des sacs de sable. Le centre-ville, les commerçants, le marché tentent ainsi de s'abriter des bombardements qui font chaque jour des victimes au hasard. Il ne tombe guère qu'une dizaine d'obus par jour, mais cela suffit à rappeler à la population que les forces iraniennes ne sont pas loin, que Bassora est une ville du front, et que sa prise est le principal objectif des soldats de Khomeini. L'Iran a même affirmé l'avoir occupée. On met ces sacs de sable pour se protéger de ce que Khomeini nous envoie, dit cet étudiant. Mais nous n'avons pas peur et nous sommes sûrs qu'il ne pourra pas venir ici. C'est Bassora qui reçoit les victimes civiles et militaires des bombardements. L'hôpital accueille parfois un blessé de guerre toutes les 10 minutes depuis le début des offensives et contre-offensives irako-iraniennes. Pour la première fois, l'armée irakienne nous a laissé filmer ces hommes touchés au combat, alors que jusque-là, elle refusait de reconnaître ses pertes et ne parlait que des blessés et des morts iraniens. Mais si cet établissement accepte aussi les soldats, c'est que l'hôpital militaire de Bassora apparaît débordé et que les cas les plus graves sont traités ici. Militaires et civils se retrouvent soignés côte à côte, comme cet enfant de 10 ans, veillé silencieusement par sa famille. Il a été touché par un de ces bombardements aveugles qui frappent n'importe qui, n'importe où. Quand on a demandé aux autorités irakiennes de s'expliquer sur le problème des armes chimiques, elles nous ont simplement montré cet enfant. Sa mère, qui a été amputée d'un bras, nous explique qu'elle sortait de son travail, qu'elle avait emmené son fils avec elle par sécurité et que tous les deux ont été touchés en pleine rue. L'Iran islamique pensait que Bassora, ville chiite, se retournerait contre le régime irakien et se rangerait aux côtés de la révolution islamique. Mais Bassora reçoit des bombes et c'est l'Iran qui les envoie. Cela renforce la position du président irakien Saddam Hussein, dont les portraits et la légende décorent la ville.
L'Iran exige sa démission comme préalable à toute négociation, mais ici il est présenté comme le héros de la Qadisiyya, une référence à la première guerre contre les Perses au 7e siècle. Alors, à Bassora, on sait que la guerre va durer, témoin ces 120 navires de commerce bloqués dans le port du Chat el Arab depuis le début de la guerre, il y a 3 ans et demi. Vous serez sans doute sollicité demain par des quêteurs qui vous demanderont votre bol pour la lutte contre le cancer. Demain, c'est la Ligue contre le cancer qui appelle à donner un épisode de la guerre regrettable que se livrent les associations de lutte contre cette maladie. Cela dit, l'essentiel, c'est que l'argent va toujours à la recherche, de l'argent bien employé, puisque les cancérologues ont réalisé des progrès constants ces dernières années. Et l'on peut dire aujourd'hui qu'un cancer sur 2 est vaincu par les médecins. La journée sportive a été dominée par le rugby, bien sûr, mais il y avait aussi du vélo, avec la première classique de la saison, Milan-San Remo. C'est l'Italien Moser qui l'a remporté, suivi de l'Irlandais Sean Kelly. Bernard Hinault devait abandonner à la moitié de la course. Lionel Chamoulo. C'est là que Francesco Moser gagne Milan-San Remo dans la descente du Poggio di San Remo. Le recordman du monde de l'heure attaque très fort, le peloton est petit à petit distancé. La première partie de ce 75e Milan-San Remo avait été marquée par une longue échappée de Phil Anderson, 120 km en solitaire, mais celui qui se retrouve seul au bon moment, c'est Moser, grâce à une descente phénoménale. Décidément, 84 est pour l'instant sous le signe du double héros de Mexico, Francesco Moser. Le gros du peloton ne revient pas, le triomphe de l'Italien chouchou de San Remo est total. Les 294 km de la première classique de la saison ont 7h22 minutes et 25 secondes. 20 secondes plus tard, place à la bagarre. Sur la gauche, c'est Kelly, le vainqueur de Paris-Nice, qui prend la 2e place devant Van der Harden. Le premier français, Madio, est 11e. Hinault a abandonné. On joue au football ce soir dans les 8e de finale aller de la Coupe de France. Une rencontre très attendue opposera Bordeaux à Mulhouse. Et puis il y avait un tiercé aujourd'hui à Maisons-Laffitte. Pour gagner, il fallait jouer le 4, le 12 et le 2, ce qui rapporte dans l'ordre et toujours pour 5 francs, 3 486 francs. Dans un ordre différent, pour 5 francs encore, 435 francs et 50 centimes. Et puis il y a un autre tiercé, demain mais à Auteuil cette fois. Voici les pronostics de Pierrette Bresse. Tiercé une fois de plus à Auteuil avec les chevaux d'obstacle et c'est le prix Onéas qui a été choisi pour support de ce pari tiercé. Le prix Onéas, c'est une course de steeple chase à handicap qui réunit un très bon lot de chevaux. Tous ces chevaux sont âgés de 5 ans et au-dessus. Parmi eux, voici la sélection que je vous propose, avec en tête Nabir, suivi de Noircy et Nmetatou. Ensuite, mon choix ira vers Lapin, Le Balu, Titounet, Trinquetaille, Spud. Tous ces chevaux porteront les numéros 13, 1, 3, 6, 7, 2, 14 et 17. Et maintenant la météo avec Alain Gillot-Pétré et sa voix toute neuve. Oui, elle est revenue. C'est le statu quo météorologique pour demain. Dans l'ensemble, cela ira mieux, mais les zones géographiques resteront les mêmes. Regardez la photo satellite, c'est assez simple. Il y aura toujours des nuages sur le sud du pays, il y aura toujours des brumes sur le nord-ouest, il y aura toujours des brouillards sur le nord, le centre, l'Orléanais, le bassin parisien qui se dissiperont difficilement. Seulement, il y aura un peu moins de tout cela. Voici la carte pour demain, donc en milieu de journée. Sur le littoral de la Méditerranée, toujours des nuages, un temps variable. C'est le soleil qui sera en plus, mais il y aura toujours des averses orageuses et souvent abondantes, surtout sur les versants sud et est des reliefs du Massif central, des Pyrénées-Orientales et des Alpes. De l'Aquitaine au Massif central et aux Alpes centrales, là, plus de précipitations, des éclaircies en plus. Sur le reste du pays, après les brouillards qui pourraient persister assez longtemps, c'est du beau temps, sauf sur les côtes de la Manche, où là, il y aura encore des brumes ou des nuages bas, mais il y en aura un peu moins. Côté thermomètre de 6 à 12 degrés sur la moitié nord, 8 à Paris, et de 10 à 15 degrés sur la moitié sud, 15 degrés à Grenoble, 15 degrés à Agen. C'est vraiment assez doux au sud, ça l'est un peu moins au nord. Demain, dimanche 18 mars, 3 minutes de soleil en plus, lever 6h57 et pour un lever à Paris, et un coucher toujours à Paris à 19h. Et bonne fête à tous les Cyril.
Fin de ce journal, c'est Jacques Segui qui vous présentera les dernières informations vers 23h20. Vous retrouverez demain à 12h45 Daniel Bilalian pour Antenne de Midi. Mais je vous rappelle que vous avez rendez-vous dans quelques petites minutes avec un Champs-Élysées exceptionnel, puisque Michel Drucker y reçoit Barbara Streisand. C'est la première fois que cette chanteuse et comédienne américaine accepte de participer à une émission de télévision en Europe. Elle est donc ce soir sur le plateau de Champs-Élysées avec Michel Drucker. C'est un véritable événement et cela se passe sur Antenne 2. Je suis sûr que vous passerez une excellente soirée. À demain 20h.